Le mercredi 7 février 1934, Paris se réveille en état de choc. La veille, au cours de la soirée, une manifestation contre le pouvoir en place a dégénéré. Pendant des heures, les forces de l'ordre ont dû faire face à des manifestants déchaînés. Notamment ici, place de la Concorde, épicentre du drame, où les heurts ont été les plus violents. Le bilan humain est très lourd. Plus de 1500 blessés et près de 20 morts. Avec ces événements tragiques, la Troisième République traverse l'une des plus graves crises de son histoire. On a dit que les manifestants avaient voulu faire tomber le gouvernement. Pire, abattre la République. Certains ont même parlé d'une tentative de coup d'État fomentée par l'extrême droite, alors que les fascistes sont déjà au pouvoir en Italie et en Allemagne. Mais alors, que s'est-il exactement passé ce 6 février 1934 ? Sur les murs de la capitale, les Parisiens découvrent de nombreuses affiches. Elles émanent d'organisations de droite et d'extrême droite, annonçant leur intention de manifester le soir même contre le pouvoir en place. La population est invitée à se joindre aux différents cortèges pour exprimer, elle aussi, sa colère. C'est qu'une incroyable affaire a mis le feu aux poudres. L'affaire Stavisky. Du nom de cet homme, Alexandre Stavisky. Il est l'auteur d'une escroquerie de plus de 200 millions de francs réalisée avec des soutiens politiques. Cette affaire tombe bien mal pour le gouvernement. Le pays a été rattrapé par la crise économique mondiale, le chômage explose et les Français doivent se serrer la ceinture. Beaucoup sont écrasés par les impôts, les charges, ou bien encore par la hausse récente du prix de l'essence. Dans ce contexte de grogne sociale, ce nouveau scandale politico-financier ne peut que susciter une profonde indignation et devient une véritable affaire d'État. D'autant que l'escroc qui a pris la fuite est retrouvé mort dans un chalet cerné par la police. Stavisky s'est-il donné la mort ou l'a-t-on abattu pour le faire taire ? Pendant tout le mois de janvier 1934, cette affaire est largement exploitée par la presse, notamment par l'Action française, journal monarchiste et antisémite dirigé par Charles Maurras. Autant d'appels de l'Action française relayés dans la rue par ses troupes de choc, les Camelots du roi. Après plusieurs semaines d'une campagne de presse particulièrement virulente, le 27 janvier, le gouvernement de Camille Chautemps est contraint à la démission. Figure marquante du parti radical, Édouard Daladier est appelé pour former un nouveau gouvernement. Mais cette annonce ne calme en rien le mécontentement. Combien de temps tiendra le nouveau cabinet Daladier ? Le 6 février au matin, celui-ci est sous pression. Dans quelques heures, il sera devant les députés au Palais Bourbon pour tenter d'obtenir un vote de confiance. Au même moment, les manifestants seront dans la rue. Craignant des troubles, il a fait passer ce communiqué dans la presse. Le gouvernement fait appel au calme et à la sagesse de la population parisienne. Des groupements politiques et des associations d'anciens combattants ont prévu de manifester aujourd'hui. De toute façon, le gouvernement responsable de l'ordre saura le maintenir. À la préfecture de police, l'ambiance est également fébrile. Le célèbre préfet Jean Chiappe vient d'être limogé brutalement sur ordre de Daladier, car jugé trop proche de la droite et de l'extrême droite. En poste depuis 7 ans, Chiappe s'était pourtant imposé comme une figure populaire auprès de ces hommes et des Parisiens. La révocation soudaine de Chiappe déstabilise la préfecture de police et ne fait que renforcer la colère des Parisiens qui entendent bien l'exprimer dans la rue. Dans ce contexte qui s'annonce explosif, ce sont près de 7000 hommes qui sont mobilisés en vue de la manifestation. Dès le début de l'après-midi du 6 février, ces hommes se déploient dans les secteurs sensibles de la capitale. Hôtel de Ville, Grand Boulevard, Palais de l'Élysée, mais surtout place de la Concorde, notamment au niveau du pont qui, traversant la Seine, mène au Palais Bourbon. Un point stratégique. Les instructions qui sont données aux forces de l'ordre sont claires. Il faut tenir cette tête de pont, s'opposer par tous les moyens au passage des manifestants, empêcher l'accès à la Chambre des députés. Plusieurs cortèges ont prévu de se mettre en marche en fin de journée, mais dès 16 heures, de nombreux Parisiens commencent à investir la place. Ils déboulent d'un peu partout, notamment du jardin des Tuileries, laissé étonnamment ouvert. Une erreur. De même, le métro Concorde n'a pas été fermé, déversant sur la place un nombre croissant de Parisiens. Bientôt, la foule se fait plus agressive.
Rejoints par des militants d'extrême droite venus reconnaître les lieux, les manifestants commencent à harceler les forces de l'ordre. Conspués et lapidés, la garde à cheval charge pour tenter de dégager la place. Les esprits s'échauffent. Le froid et la nuit sont tombés sur Paris en ce 6 février 1934, quand la tension monte encore d'un cran. Sur la place de la Concorde, les manifestants s'attaquent cette fois à un autobus, le vide de ses passagers avant d'y mettre le feu. Les forces de l'ordre entrent en action pour permettre aux pompiers d'intervenir, mais les manifestants ripostent, et c'est le drame. Au cours d'une charge, Marcel Flandre, un cavalier de la garde républicaine, reçoit un projectile en pleine tête. Il est le premier mort de la soirée. Dans les rues, les inspecteurs mêlés à la foule font remonter à la préfecture des informations de plus en plus inquiétantes. De l'autre côté de la Seine, le palais Bourbon a pris des allures de forteresse. Et pour cause, en marchant sur la Chambre, les manifestants tentent de faire pression sur les parlementaires pour les empêcher d'accorder leur confiance au nouveau président du Conseil, Édouard Daladier. Depuis la tribune, il déroule son programme de gouvernement, affirme sa volonté de faire toute la lumière sur l'affaire Stavisky. Mais son discours se perd bientôt dans un brouhaha général. Si, à gauche, le leader du Parti socialiste, Léon Blum, apporte son soutien au nouveau gouvernement, à droite, c'est une levée de bouclier. C'est du côté des ligues de droite et d'extrême droite que la demande d'un pouvoir fort, pour ne pas dire autoritaire, se fait le plus ressentir. La crise des années 30 apporte de nouvelles troupes à ces ligues, capables de susciter, en dehors des partis politiques, une puissante mobilisation populaire. Multipliant les démonstrations de force, certaines d'entre elles trouvent leur inspiration du côté du fascisme. D'autres, plus modérées, entendent rester dans la légalité républicaine. Tel est le cas des Croix de Feu. À l'origine, une association d'anciens combattants devenue un mouvement de masse, de près de 150 000 membres. Des membres reconnaissables à leur brassard tricolore, sur lequel figure une tête de mort et 2 épées croisées. Voici leur leader, le colonel François Delarocque, ancien officier de la Grande Guerre, dont le programme se résume en quelques mots, un pouvoir d'ordre tenu par un chef énergique capable de mener le relèvement moral et matériel du pays. C'est sur ces instructions que le soir du 6 février, des milliers de Croix de Feu se rassemblent rive gauche, non loin de la Chambre des députés. L'objectif est d'intimider les parlementaires et d'empêcher l'investiture de Daladier. Mais Larocque reste prudent et refuse que ses troupes forcent les barrages de police. Quand il apprendra que des affrontements se déroulent à la Concorde, il donnera l'ordre à ses troupes de se disloquer. Car avec l'entrée en scène des autres ligues bien plus radicalisées, la manifestation prend une nouvelle tournure. Les Camelots du Roi, troupes de choc de l'Action française, viennent de quitter le boulevard Saint-Germain. Les membres de la Solidarité française, dont le mot d'ordre est « La France aux Français », s'élancent de l'opéra. Quant aux troupes des jeunesses patriotes, appelées à se mobiliser pour défendre la patrie en danger, c'est de l'hôtel de ville qu'elles s'élancent à leur tour. Ces ligues partent en ordre dispersé mais convergent toutes vers la Concorde, avec la ferme intention d'être en première ligne pour faire le coup de poing. Les manifestants semblent de plus en plus survoltés. En face, malgré l'arrivée de renforts, le dispositif du service d'ordre est insuffisant. Bientôt, tout se précipite. La pression de la foule sur les barrages s'accentue. Le pont de la Concorde est sur le point d'être forcé. Les cavaliers chargent pour repousser les assauts des manifestants qui résistent. Coups de poing et coups de matraque pleuvent. Certains manifestants tailladent les jarrets des chevaux de la garde républicaine avec des lames de rasoir. D'autres lancent des projectiles sur les forces de l'ordre totalement débordées. Plus personne ne semble dominer les événements. Quand soudain, c'est l'affolement général. La panique. Les forces de l'ordre viennent de faire feu sur la foule. À balles réelles. Jules Lecomte, membre de l'Action française, est fauché par une balle alors qu'il tente d'échapper aux forces de l'ordre. Transporté à l'hôpital, il décède quelques jours plus tard. Gaëtan Chénier de Noblins, membre de la Solidarité française, tombe à son tour, frappé par une balle en pleine tête.
Un journaliste tente de lui porter secours, mais un garde mobile lui lance « Ça fera un salaud de moins ». Jean Fabre, interne en médecine, membre des Jeunesses Patriotes, s'effondre après avoir été touché au thorax. Harold Roditi, étudiant en commerce, membre de la Solidarité française, se trouve lui aussi sur le pont de la Concorde quand une balle traverse sa colonne vertébrale. Il tombe au sol. Un garde mobile s'approche de lui et crie « Crève ou tuer ». Roditi restera paraplégique jusqu'à la fin de ses jours. L'enquête qui sera bientôt ouverte apportera les conclusions suivantes. 1. Des sommations au clairon ont bien été faites pour intimider les manifestants, mais elles se perdirent dans le tumulte assourdissant de l'émeute. 2. Des balles ont d'abord été tirées par des manifestants, mais elles furent peu nombreuses et ne blessèrent aucun policier. 3. Mal commandé. Les forces de police ripostèrent en tirant spontanément sur les manifestants, sans qu'aucun ordre ne leur ait été donné. Face à ce qui s'apparente clairement à un dérapage des forces de l'ordre, on comprend mieux pourquoi les images tournées ce soir-là furent rapidement saisies par la préfecture de police. Jugées compromettantes, certaines scènes furent tout bonnement censurées pour empêcher leur diffusion dans les salles de cinéma. Au Palais Bourbon, où les parlementaires sont toujours réunis, les événements prennent également une tournure surréaliste. Mais Daladier obtient finalement le vote de confiance qu'il attendait. Pour le président du Conseil, la nuit sera blanche. Réunion de crise, entretien avec le président de la République et cette étonnante déclaration à la presse. Certaines ligues ont multiplié les excitations à l'émeute et tenté un coup de force contre le régime républicain. La preuve est faite qu'il s'agit bien d'une tentative à main armée contre la sûreté de l'État. Une tentative de coup d'État? Mais fomentée par qui? Si des rencontres secrètes ont bel et bien lieu, il n'existe aucun plan crédible ni coordonné pour renverser le régime. Pas de tentative de coup d'État, donc, mais une volonté de certains de se servir de la colère populaire pour obtenir la démission du gouvernement et permettre à la droite de revenir au pouvoir. Il est environ 21h quand un calme tout relatif semble gagner les manifestants. C'est qu'un nouveau cortège de près de 20 000 hommes rejoint la manifestation et arrive place de la Concorde. Ce sont des membres de l'UNC, une association d'anciens combattants classés à droite. Ils entendent défiler pacifiquement pour dénoncer la baisse de leurs pensions et les scandales qui salissent la République. Mais là encore, rien ne se passe comme prévu. Alors que le cortège est censé emprunter la rue Royale pour se rendre à la Madeleine, une partie de la colonne s'engouffre rue Saint-Honoré et prend la direction de l'Élysée. Or, cette zone est formellement interdite. Les coups de matraque pleuvent de nouveau, mais cette fois, chose inouïe, sur des anciens combattants. On relèvera plus de 50 blessés, dont le président de l'UNC en personne, Georges Lebec, touché au visage. Place de la Concorde, cela fait des heures que les manifestants harcèlent les forces de l'ordre. Aux ligueurs et aux anciens combattants se mêlent dorénavant des voyous et des casseurs, tous unis pour édifier des barricades. Pour les forces de l'ordre, épuisées et excédées, il est grand temps de dégager enfin les lieux. Les troupes à cheval et les gardes mobiles chargent. Le choc est d'une rare violence. Et une nouvelle fois, les forces de l'ordre font usage de leurs armes. L'opération de nettoyage est une réussite, mais au prix de 8 nouveaux morts et de dizaines de blessés du côté des manifestants. Vers 3 heures du matin, le barrage devant le pont de la Concorde est enfin levé. Le rideau tombe sur cette tragique soirée du 6 février. Le 6 février était un coup de tonnerre. Certes, la République a tenu bon, mais qui peut douter encore qu'elle n'est pas fragilisée, affaiblie? Les événements de la nuit ont cruellement mis en lumière les profondes divisions qui déchirent la société, dont une partie ne croit plus en ses hommes politiques et se trouve tentée par des solutions radicales. Tous les regards se tournent en fait vers un homme, Édouard Daladier. En tant que chef du gouvernement, il porte la responsabilité des événements. Vers 13h, sa décision est prise. Conduit à l'Élysée, il présente sa démission au président de la République, Albert Lebrun. Un gouvernement légalement investi abdique donc sous la pression de la rue. Inédit. Dans ce contexte de crise aiguë, il est impératif de restaurer la confiance. Telle est la tâche de Gaston Doumergue. À 70 ans, l'ancien président de la République sort de sa retraite pour constituer un gouvernement dit d'union nationale.
Il s'agit en fait d'un gouvernement nettement orienté à droite, dans lequel figurent notamment André Tardieu, mais aussi Pierre Laval, ou encore l'emblématique Philippe Pétain. Promu ministre de la guerre, c'est sa première incursion dans la sphère politique, car ce nouveau gouvernement ne réussit pas à exploiter le choc créé par le 6 février pour lancer les réformes de fond attendues par le pays. Traversé par de nombreux désaccords, il fait long feu et tombera à son tour au bout de quelques mois. Le 12 février, en réaction aux émeutes de la Concorde, le peuple de gauche est dans la rue. La CGT a lancé une grève générale. Le Parti communiste et le Parti socialiste ont appelé à se mobiliser. Cette fois, il n'y aura pas d'incident. La gauche française voit dans le 6 février une tentative de coup d'État fasciste, et ce mythe mobilisateur provoque un sursaut. Face à ce nouveau danger qui menace la République, l'heure est à la riposte. L'unité de la gauche n'existe pas encore, mais déjà pointe, à la base, une dynamique de rassemblement qui, au nom de l'antifascisme, donnera bientôt naissance au Front populaire. Avec la mise en scène des enterrements des victimes, l'extrême droite se fabrique, elle aussi, sa propre légende. Quand en 1940, la Troisième République se sera effondrée, l'instauration à Vichy d'un régime autoritaire sous la férule du maréchal Pétain sonnera pour certains comme la revanche du 6 février.